Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau webinaire organisé par l'AFP-CNT qui traitera aujourd'hui des risques majeurs, des menaces cyber et surtout la question se préparer à des crises combinées. Alors pour ceux qui nous connaissent déjà, mais l'AFP-CNT c'est l'Association française pour la prévention des catastrophes naturelles. Nous sommes heureux d'accueillir aujourd'hui Martin Véron, Olivier Graal et Ludovic Boncompin pour débattre de ce sujet. L'AFP-CNT a déjà lancé une série de webinaires qui traitent des risques majeurs. On a eu plusieurs sujets sur la résilience alimentaire, sur la sécurité civile, le recul du trait de côte. On en aura d'autres à venir, on pourra en parler au fur et à mesure de ce webinaire. Le côté pratique, je fais une petite présentation rapide, je viens de la faire. Je vais présenter nos collègues et leur bio. Martin Véron est le délégué à la sécurité numérique de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, plus communément appelée ANSSI, de la Nouvelle-Aquitaine. Ludovic Boncompin est un conseiller en cybersécurité du commandant de région zonale de la gendarmerie de Nouvelle-Aquitaine, et Olivier Graal est le directeur adjoint du Cybercampus Nouvelle-Aquitaine. Il était également précédemment délégué régional de l'ANSSI. Merci à vous trois, messieurs, d'avoir accepté d'intervenir à cette occasion de notre webinaire. Je vais donner rapidement la parole à nos trois intervenants. Les deux temps forts aujourd'hui, après cette intervention, je vous invite à poser des questions si vous le souhaitez dans le chat. On fera une petite synthèse et on les posera à Martin qui doit nous quitter un petit peu plus tôt et puis à Olivier et Ludovic en fin de présentation. Il nous restera 10 minutes, un quart d'heure à la fin de cette heure. Et puis, on vous invitera également à répondre à un petit questionnaire de satisfaction et on vous invitera à participer au prochain webinaire prévu la semaine prochaine. Messieurs, je vous remercie à nouveau et je vous laisse la parole. Merci beaucoup Laurence et bonjour à tout le monde. Donc vous voyez, les intervenants sont tous de la Nouvelle-Aquitaine, ne vous inquiétez pas, on aura un discours national. C'était aussi l'occasion de vous présenter que la coordination régionale se fait et ce sur l'ensemble du territoire. Donc je vais pendant ces 15 premières minutes vous dresser un peu le panorama de la menace vue côté Annecy, donc à l'échelle nationale, et aussi vous partager quelques pistes et des recommandations sans trop non plus en dire, puisque Olivier et Ludovic me compléteront par la suite. Donc l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, donc l'ANSSI, est un service est rattaché au service du Premier ministre, ce qui fait que l'ANSSI est une agence étatique qui a vraiment une mission interministérielle et même plus globale à l'échelle de la nation. Elle est rattachée au sein du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale, qui est tout simplement l'institution qui traite véritablement la gestion de crise à l'échelle de la nation, donc pas que numérique. Le SGDSN a surtout des missions historiques liées à la sûreté. C'est notamment au sein du SGDSN que sont définis et activés l'ensemble des niveaux des plans Vigipirate. Il y a également des missions liées à la sûreté nucléaire, la protection des points d'importance vitale du pays. Et comme la cyber et le numérique au sens large devenaient potentiellement un enjeu à risque pour la nation, donc l'ANSSI a été créée en 2009. Donc l'ANSSI, planche suivante Olivier, depuis 2009 a quand même des priorités en termes de bénéficiaires et accompagne tout d'abord des opérateurs d'importance vitale, donc jugés critiques à l'échelle de la nation. Donc ça peut être des entités publiques, notamment les ministères, mais aussi des opérateurs privés qui, si jamais se faisaient cyberattaquer, pourraient avoir un impact sur le bon fonctionnement de l'État, mais également sur la population de manière générale. Imaginez par exemple des opérateurs de l'énergie, des opérateurs des transports, que ce soit terrestre ou aérien, et également pour tout ce qui est lié
aux télécommunications. Donc voilà, on a différents secteurs qui ont été définis comme critiques, et ce sont vers ces opérateurs-là que l'ANSSI s'est tournée depuis sa création, et du fait des nombreuses années et surtout de l'évolution de la menace, et j'y reviendrai, l'ANSSI accompagne de plus en plus d'autres entités dans les territoires. Nos missions sont purement défensives, on n'est pas une agence de renseignement, on ne fait pas d'offensif. Nous, notre mission principale, c'est de sécuriser, et en tout cas d'aider la sécurisation de ces grands opérateurs. On les conseille, soit dans des démarches d'accompagnement, soit on les conseille sur la mise en place d'infrastructures sécurisées. Et on a également surtout des missions d'entités qui souhaitent avoir de l'information. Nous, on va analyser la menace actuelle, comprendre les modes opératoires des cyberattaquants, comprendre, leur partager les différentes vulnérabilités qui sont aujourd'hui exploitées par les attaquants, quelles sont leurs motivations, quels sont leurs procédés. Et donc, nous les conseillons pour réagir au mieux et anticiper au mieux ces différentes menaces. Et nous avons également des missions de cyberpompiers, où en cas d'incident majeur sur ces opérateurs, ou même sur un incident qui pourrait devenir d'ampleur politique et toucher le grand public, on va avoir des agents qui peuvent être déployés auprès de la victime pour endiguer l'attaque, comprendre par où c'est passé, colmater les brèches, et petit à petit aider la victime à repartir sur des bases sécurisées et retrouver un fonctionnement normal. Donc on a aussi véritablement des missions de gestion de crise finalement pour aider les victimes à gérer au mieux cette crise. On a un site que je vous inviterai à regarder qui s'appelle cyber.gouv.fr qui répertorie tout un ensemble de guides et de bonnes pratiques pour différentes populations de bénéficiaires, que ce soit des collectivités, des entreprises, ou pour des publics très technophiles ou des publics un peu plus novices. Donc ça, surtout, n'hésitez pas à aller sur notre site. Et on a de plus en plus maintenant, depuis le déploiement des délégués en région, donc des missions dans les territoires pour se coordonner avec l'ensemble tout d'abord des services de l'État, donc la gendarmerie qui est présente et représentée aujourd'hui, mais également toutes les préfectures, que ce soit à l'échelle des régions et à l'échelle des départements. Et aussi, on accompagne en fait tout simplement tout l'écosystème cyber qui est prêt à nous aider dans la diffusion des bons messages, et aussi surtout à apporter des réponses concrètes à toutes les entités publiques et privées des territoires. Et on a la chance, notamment en Nouvelle-Aquitaine, mais c'est pas la seule région, à avoir aussi l'émanation de campus cyber qui nous aident à toucher le plus grand nombre. Donc planche suivante, Olivier. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on a une menace qui a véritablement évolué ces dernières années, notamment depuis le Covid. Avant, les cyberattaquants se focalisaient davantage sur, pour eux, les grandes cibles, des grands opérateurs, soit pour récupérer des données stratégiques, soit pour tout simplement gagner de l'argent. Donc ils attaquaient les plus grands groupes, ceux qui étaient cotés au CAC 40 ou ceux qui avaient beaucoup de chiffres d'affaires, pour pouvoir essayer de leur voler de l'argent par le paiement de rançon, où ils vont déployer des virus sur les systèmes d'information des victimes et leur faire de l'extorsion, et leur dire voilà, on vous redonne la main sur vos données, votre système d'information si vous nous payez la rançon. Et donc ça, avant, c'était vraiment sur les gros acteurs. Et maintenant, ce qu'on voit depuis l'arrivée du Covid, c'est que maintenant, ils se prennent plus trop la tête, on va dire, excusez-moi l'expression. Ils vont vraiment essayer de toucher le plus grand nombre et faire ce qu'on appelle de la pêche au chalut. Donc, ils vont vraiment faire de l'attaque aléatoire en essayant de leurs différentes attaques sur tout ce qui est visible par Internet, tout ce qui est accessible par Internet, au travers des objets connectés, au travers des accès qui ont été mis en place liés au télétravail, liés aux serveurs qui sont hébergés sur Internet, et aussi liés malheureusement parfois au manque de vigilance des utilisateurs par l'envoi de mails. Mais j'imagine que mes collègues iront un peu plus loin dans la description de ces modes opératoires-là. Donc ce qu'on constate en fait tout simplement, c'est que malheureusement tout le monde est concerné. Il ne suffit pas d'être une cible pour être une victime aujourd'hui. On n'a pas de région plus touchée l'une que les autres, pas de département touché les unes plus que les autres. Enfin, c'est vraiment de l'aléatoire. Donc des fois ça touche un particulier, des fois ça va toucher une mairie, des fois ça va toucher une entreprise, des fois ça va toucher un hôpital, des fois ça va toucher un grand industriel. Donc vraiment, nous ce qu'on constate, c'est de l'aléatoire pour ces cybercriminels opportunistes qui veulent gagner de l'argent de par les rançons, mais aussi par parfois la revente de données.
J'imagine que vous avez reçu récemment des SMS vous disant que votre carte vitale devait être été renouvelée et que vous devez payer des frais postaux pour recevoir la nouvelle. Mais ça, malheureusement, c'est des campagnes d'escroquerie qui ont été montées à la suite de vols de données et qui ont été ensuite exploitées pour lancer ces campagnes d'escroquerie par SMS. Donc, même si vous ne payez pas la rançon, et d'ailleurs ça on y reviendra je pense, mais on ne vous invite évidemment pas à la payer, même si ils ne gagnent pas de l'argent avec le paiement des rançons, ils en gagneront de toute façon avec la revente des données. Donc aujourd'hui, malheureusement, voilà, qu'on soit petit, gros, moyen, peu importe le département, on peut être une victime de cyberattaques du fait de ces attaques automatisées, notamment en s'appuyant sur de l'intelligence artificielle. Donc vous voyez sur notre camembert, on a quand même, vous voyez bien, hein, on ne parle pas beaucoup dans les médias, mais les TPE sont les plus touchés, mais également les collectivités territoriales. Et voilà, on ne fait pas ressortir de secteurs d'activité prioritaires à d'autres, puisque tous sont aujourd'hui concernés. En termes d'évolution, vous voyez que depuis, voilà, depuis les récentes années, ça ne fait malheureusement qu'augmenter et la tendance n'est pas à la baisse malheureusement, surtout que bientôt on aura voilà, un événement en France qui est les Jeux Olympiques. On va aussi avoir des nouvelles élections prochainement, ce qui fait que voilà, les cyberattaquants peuvent aussi profiter de ce caisse de résonance médiatique que peuvent être ces grands événements pour promouvoir leur message, faire de l'activisme au travers de cyberattaques. Donc, planche suivante, s'il te plaît, Olivier. Donc, 3 grands messages par rapport à ça. Donc, vraiment, n'importe qui, malheureusement, peut être une victime. Donc, on vous invite à sensibiliser les agents de vos entités, vos décideurs, puisque nous, la grande majorité de cyberattaques qu'on constate sont malheureusement liées à des défauts de vigilance, que ce soit de la part des utilisateurs en allant cliquer voilà, sur des mauvais liens, des mauvaises pièces jointes, ou alors en faisant du surf sur Internet, sur des sites parfois un peu olé olé, en téléchargeant des choses qu'on ne maîtrise pas, ou alors aussi un manque de vigilance de la part des administrateurs ou des prestataires informatiques dans des défauts de maintenance et des défauts de mise à jour et de paramétrage des systèmes d'information. Donc pour ça, on a beaucoup de médias pour vous aider à sensibiliser ces publics-là, soit des guides, soit des formations en ligne, donc le Secnum Academy de l'ANSSI. Il y a des kits de sensibilisation qui sont également publiés par cybermalveillance.gouv.fr et Cybermalveillance a également sorti très récemment une sensibilisation en ligne de 2 à 3 heures disponible gratuitement pour toute entité qui souhaite vraiment se sensibiliser. Et on a aussi des exemples de chartes pour pouvoir vous aider à sensibiliser vos collaborateurs. Deuxième sujet sur lequel je voulais aussi pointer le doigt, Olivier, planche suivante, c'est voilà, si vraiment vous ne savez pas trop par quel bout prendre la cybersécurité, puisqu'il y a plein de choses à avoir en tête, il y a plein de menaces différentes, il y a plein de vulnérabilités différentes qui peuvent être exploitées. Sincèrement, si vous n'êtes pas autonome là-dedans, et c'est bien normal puisqu'on manque grandement de ressources dans la cybersécurité, n'hésitez pas à vous faire aider, n'hésitez pas à vous faire accompagner. Et partout en France, on forme actuellement des diagnostiqueurs qui viendront gratuitement vous accompagner dans un premier état des lieux d'1h30. Donc on vous invite à nous solliciter au travers de monaidcyber@tcci.gouv.fr pour demander une aide tout simplement de diagnostic. Il y a également et Ludovic, donc on reviendra dessus, il y a également des dispositifs au travers de la gendarmerie. Donc surtout, n'hésitez pas à lever la main si vous avez besoin d'aide. Et si vous sentez un peu plus autonome, sachez que voilà, on a déjà des guides aussi pour vous aider à adresser l'ensemble des bonnes pratiques à adresser et aussi des bonnes pratiques liées aux enjeux industriels. Le troisième point que je voulais aussi vous adresser, planche suivante, Olivier, ça va être la thématique véritablement de ce webinaire, à savoir la gestion de crise. Ce qu'on constate, c'est que finalement aujourd'hui le numérique est tellement au cœur des entités, c'est plus vraiment un support des métiers, c'est vraiment le cœur de l'industrie, le cœur de la production, le cœur de la bureautique, enfin de l'administratif, pardon. Donc le jour où vous n'avez plus de numérique, et c'est comme ça que les cyberattaques aujourd'hui se déploient, elles prennent la main sur l'ensemble des postes de travail et des données que vous avez, ben, ça ne va pas être une crise d'informaticien, ça va être une crise générale pour votre entité.
je ne sais pas ce que vous faites vous le matin lorsque vous arrivez au bureau. J'imagine que vous lancez votre PC, que vous ouvrez votre messagerie, que vous regardez votre agenda électronique. Donc, si vous n'avez plus ça, forcément, ça va générer une crise. Si vous êtes une collectivité, ça peut générer une crise auprès de vos usagers, avec des crises dans les bureaux d'accueil, des personnes qui souhaitent disposer de leur état civil et vous n'êtes pas en capacité de les fournir puisque vous n'avez plus le numérique qui vous permettait d'adresser ces services-là. On a des collectivités qui interconnectent également des outils et des machines permettant de piloter la gestion de l'eau. Et donc, quand on n'a plus la main sur ces machines-là également, on peut générer des crises sanitaires, des crises sur l'énergie, pour certaines aussi régies de l'énergie. On a même eu des cas dans des collectivités qui géraient des portails électriques et donc on n'avait plus la main dessus suite à une cyberattaque. Donc aujourd'hui, voilà, imaginez-vous pour votre entité, qu'est-ce qui pourrait être directement impacté par la rupture totale du numérique. Et malheureusement, des crises numériques et des crises cyber ont aussi engendré des crises, on va dire, plus graves, des crises humaines suite à des cyberattaques sur des établissements de santé. Nous, on a eu un cas assez récent dans les Landes qui fait que l'hôpital n'avait plus la main sur tous les services et les équipements pour faire de la radiologie, pour faire des traitements de suivi du cancer, pour gérer les urgences. Donc, ils ont été obligés de déplacer des patients sur plusieurs centaines de kilomètres. Donc, vous voyez bien que finalement, la crise numérique et informatique va ensuite générer d'autres crises bien plus lourdes que typiquement des crises informaticiennes. Donc, c'est pour ça que nous, on vous invite dès aujourd'hui à pas voir que le volet informatique autour de la crise cyber, mais vraiment à anticiper ce que pourrait être une crise cyber au sein de votre entité et qu'est-ce que ça peut engendrer en termes de mode opératoire, en termes de fonctionnalités, quelles sont vos fonctionnalités prioritaires à adresser le jour où vous n'avez plus de numérique, quels sont les modes dégradés, la paye des agents. Vous savez, pour des collectivités, c'est assez simple, il suffit d'appeler la DGFiP, mais quand on n'y a pas pensé et quand on n'a pas le réflexe d'appeler la DGFiP lorsqu'on a une crise cyber, et bien tout de suite, on va générer de la confusion, on va partir un peu dans tous les sens. C'est comme ça que malheureusement, par un manque d'anticipation et un manque d'organisation, une crise numérique peut devenir derrière une crise générale. Donc nous, on vous invite vraiment à réfléchir à ça dès aujourd'hui. On a des guides pour ça, que ce soit pour faire des exercices, que ce soit pour vous préparer à communiquer en cas de crise ou pour vous préparer à instaurer une cellule de crise. Et on a également des guides pour vous aider à bien réagir, à bien construire vos plans de continuité d'activité. Planche suivante, Olivier, puisque une crise aussi, savoir bien la gérer, c'est surtout savoir bien être accompagné et bien savoir qui appeler en cas de pépin. Sachez que dans toutes les régions, tous les territoires, il y a des représentants de l'ANSSI qui peuvent là pour vous partager aussi les bons conseils et les bons messages. Il suffit juste de leur envoyer un mail sur le nom de votre région à tcci.gouv.fr. Et il y a également des centres de réponse à incidents qui ont été créés grâce à un volet cyber de France Relance. Et donc, des numéros verts sont disponibles pour toute entité dans n'importe quelle région. Donc, c'est pas le même numéro selon la région, même si on a actuellement un projet en cours qui va permettre de faire l'aiguillage automatique. Mais là, actuellement, voilà, on vous invite à retenir ces numéros, et surtout le numéro de votre région. Donc, je m'excuse pour ceux qui sont en Auvergne-Rhône-Alpes, vous n'avez pas de numéro vert aujourd'hui, mais vous pourrez contacter toujours l'ANSSI au 32 18 si jamais voilà, vous avez malheureusement une cyberattaque. Planche suivante, Olivier, et je crois que j'en ai terminé. Il reste 2 minutes pour ma part si vous avez des questions par rapport à mes propos. Voilà, à la suite, Olivier vous présentera l'émission que peuvent apporter un campus dans votre région et Ludovic plutôt sur le volet judiciaire et aussi ce qu'il constate lui sur le terrain concernant les différentes victimes rencontrées. Je vais laisser la parole à Ghislaine Derriès-Leblanc qui nous a rejoint. Merci Ghislaine de nous avoir rejoint. Oui. C'est notre Bonjour à tous. Voilà, la directrice générale Désolée pour le retard lié à un refus de Livestorm de me voir me connecter ce soir, mais ça y est, on y est arrivé. Il y a un petit peu de bruit derrière moi, mais j'ai pu quand même écouter les propos de Martin Véron et je remercie également les 2 autres orateurs qui vont lui succéder. Peut-être une première question, vous évoquiez là les diagnostics de 1h30 qui sont à disposition sur demande. Ce sont des diagnostics complètement gratuits. Oui, tout à fait. On peut solliciter à n'importe quel moment, quelle que soit notre entité, qu'on soit une association, une collectivité, une entreprise.
C'est ça. Ce qu'il faut retenir, c'est quoi? C'est vraiment orienté entité publique et privée, entreprises, collectivités et associations. Ce n'est pas adapté aux particuliers, mais voilà, n'hésitez pas à solliciter mon aide cyber. Effectivement, c'est entièrement gratuit. On trouvera des volontaires qui sont prêts à vous accompagner. Donc, c'est encadré par des chartes éthiques et ils sont prêts à vous accompagner pour mener votre premier diagnostic de premier niveau. J'ai vu que vous aviez des statistiques et on voit effectivement que toutes les régions sont concernées, fortement concernées, et qu'on a quand même une recrudescence de ce type d'attaque. Au-delà des chiffres agrégés, est-ce qu'on peut accéder aujourd'hui à du retour d'expérience territorialisé et précis avec l'expression finalement d'un témoignage, par exemple, d'une collectivité ou d'une association qui aurait été touchée avec les bonnes pratiques pour se relever et mieux anticiper? Est-ce que il y a un partage de la matière initiale, je dirais, du retour d'expérience, ou c'est que des données agrégées? Nous, côté Annecy, on a plutôt un regard national. Et pour répondre aussi à votre seconde question, tous les ans, on partage un rapport de la menace qui explique vraiment voilà, les vulnérabilités qui sont constatées sur l'ensemble de nos victimes. Et notamment, on fait des top 10 des vulnérabilités les plus exploitées. On se rend compte que dans la majorité des cas, ce sont des vulnérabilités qui auraient pu être largement évitées avec une vigilance. Pour des stats un peu plus régionalisés, on vous invitera plutôt à vous orienter vers les différents campus et les centres de réponse à incidents qui ont, eux, à leur échelle régionale, voilà, vraiment un bon regard sur leur territoire. Et peut-être qu'Olivier pourra donner une illustration sur la région Nouvelle-Aquitaine. Et peut-être pour finir, vous avez présenté pas mal de guides, d'outils pratiques, de formations en ligne. Donc c'est vrai que pour nos auditeurs, c'est très concret et ils vont pouvoir poursuivre après le webinaire pour parfaire leurs connaissances et leurs pratiques. J'avais une question sur justement, vous préconisez donc un guide d'exercice avec quelques scénarios types. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez un suivi du nombre d'exercices? Est-ce que oui, finalement les acteurs territoriaux s'exercent de plus en plus à anticiper ces crises cyberattaques? Et par rapport à notre champ thématique qui est celui de la prévention des risques majeurs, naturels et technologiques, est-ce que le sujet de crise combinée entre, par exemple, une commune qui serait victime malheureusement d'une inondation, c'est pas complètement imaginaire, donc en position de fragilité pourrait se faire attaquer. On sait qu'en position de fragilité, on est encore plus la cible de cyberattaques. Est-ce que les exercices d'une façon générale se développent, et est-ce que ce type d'exercice de combinaison de crises favorisant la cyberattaque est analysé aujourd'hui et testé en fait? Oui, tout à fait. Alors, je ne vais pas pouvoir être exhaustif parce que moi, j'ai plutôt un regard Nouvelle-Aquitaine et je sais que les exercices qui sont menés, alors déjà, d'ordre national, et c'est l'actualité par rapport au JO, par exemple, nous aussi, on s'est exercé comme les futurs candidats aux différentes épreuves. Et toutes les entités qui sont jugées prioritaires parce qu'elles vont héberger des épreuves sportives ont fait un exercice de crise cyber, et effectivement, on met différents scénarios qui vont mélanger des crises numériques avec des crises, on va dire, d'ordre plutôt humaine ou environnementale. Donc oui, effectivement, on fait des exercices parce que effectivement, ce sont ces cas-là qui peuvent nous faire nous préoccuper. Après, très concrètement, nous, on constate pas encore des cyberattaquants qui profitent de moments de crise environnementale pour faire de la crise numérique, mais ça pourrait arriver effectivement. Parfois, ça vient souvent du fruit du hasard, ou alors, comme je disais tout à l'heure, une crise numérique va entraîner derrière une crise de gestion de population parce que il y a un dysfonctionnement d'un PC quelque part qui fait qu'on ne peut plus rentrer sur un lieu ou on ne peut plus en sortir. Donc, ou alors on n'a plus les moyens d'avoir accès à de la vidéosurveillance, aux équipements de sûreté incendie. Donc, par chance, j'en ai pas constaté en Nouvelle-Aquitaine, mais effectivement, vous avez raison, c'est quelque chose qui nous préoccupe. C'est pour ça que durant nos exercices, on invite évidemment les participants à imaginer des scénarios les plus catastrophiques possibles, puisque si on joue le catastrophique et le jour où ça arrivera vraiment, on saura comment vraiment réagir. En tout cas, mieux réagir que si on n'y avait pas pensé. Merci beaucoup. Avant de laisser la parole à Olivier Graal et Ludovic Boncopain, on a Cyril Jacob qui nous précise qu'on peut aller sur le site de la ville de Saint-Nazaire qui a fait l'objet d'une attaque d'ampleur le 9 avril dernier. Donc, pour ceux qui nous écoutent,
on vous laisse la parole, donc Olivier Grade et Ludovic Boncopa. Donc je prends le relais et donc on va partir d'un exemple régional pour essayer d'extrapoler ce que sera le futur des autres régions. Je trouve que la Nouvelle-Aquitaine est pas mal en avance sur ce sujet-là, de par l'historique de la jeunesse du projet Campus et de notre extrême proximité avec l'ANSSI et les services du ministère de l'Intérieur. Le fait est que la plupart des régions de France sont en train de se structurer pour proposer une réponse territoriale à la thématique cyber. Il faut comprendre que le sujet cyber est traité à 3 niveaux aujourd'hui en France. Vous avez l'ANSSI qui est la réponse étatique pour le régalien et les opérateurs considérés comme stratégiques. Donc on va retrouver bien évidemment les grandes administrations, les grosses collectivités, les services type eau, énergie, santé, transport, télécommunications, qui se doivent d'être résilients en cas d'attaque majeure. Et dans le bas du spectre, pour accompagner les particuliers et les petites entreprises, il y a un autre service qu'il faut nommer, c'est cybermalveillance. Le vrai nom, c'est ACIMA, c'est un groupement d'intérêt public présidé par le directeur général de l'ANSSI et dont le directeur général est Jérôme Notin, et qui a pour mission d'aiguiller les victimes particulières et petites entreprises et collectivités vers les intervenants des territoires, à la fois étatiques et privés, puisque il y a 2 moments dans une crise cyber. Il y a la gestion de la crise technique et il y a la judiciarisation des affaires. Et donc ça se fait en même temps, mais il y a bien 2 guichets d'entrée, à la fois le ministère de l'Intérieur et à la fois les services de réponse à incidents ou les prestataires de services numériques qui accompagnent les entreprises au quotidien. Pour ce qui est de la Nouvelle-Aquitaine, en fait, l'enjeu, il y a maintenant presque 3 ans, a été de proposer un complément à ce duo, donc ANSSI cybermalveillance, en mettant en place une structure qui soit tout d'abord le centre de réponse à incidents régional, financé par l'ANSSI. Donc nous sommes le complément du dispositif global national. Et les collectivités, associations, entreprises peuvent nous contacter en cas de crise. Et nous n'interviendrons pas nous viendrons en soutien des partenaires privés qui assurent l'installation, la maintenance et la sécurité des systèmes d'information que vous utilisez. Nous ne venons pas en substitution. Par contre, nous sommes un numéro vert qui vous permet de tout de suite avoir un premier niveau de réponse, des conseils et une orientation vers les services du ministère de l'Intérieur, éventuellement d'autres guichets, dont les prestataires de services. On est en capacité de vous donner une liste de prestataires de services reconnus par l'ANSSI et cybermalveillance. Ça, c'est notre première mission. Et on retrouve ce modèle-là dans toutes les régions de France, à l'exception du Rhône-Alpes, pour des raisons qui ne tiennent qu'à eux. C'est-à-dire qu'effectivement, l'appel à manifestation d'intérêt de l'ANSSI, tout le monde a répondu, sauf le Rhône-Alpes. Mais ça, c'est pas suffisant. Et effectivement, plutôt que de gérer des crises, notre souhait, c'est d'accompagner tout le tissu économique local en amont des crises pour leur permettre d'éviter les écueils. Et c'est un petit peu comme la problématique du cambriolage. C'est-à-dire que chez vous, vous avez... donc moi, j'ai été victime d'un cambriolage, par exemple, parce que je n'avais pas de système d'alarme. J'aurais mis en place des moyens de dissuasion, et dont l'alarme fait partie. J'aurais vraisemblablement évité le problème, parce que les cyberattaquants sont par nature prudents et ne veulent pas avoir de problème. Donc donc c'est comme les voleurs, hein. Le voleur, quand il vient chez vous, si votre voisin n'a pas d'alarme et que vous en avez une, c'est la maison du voisin qui va être cambriolée. En cybersécurité, on a un petit peu le même phénomène. Le cyberattaquant, il cherche à avoir un maximum d'impact et de gains
avec un minimum d'investissement. Et donc, si vous avez mis en place une sécurité numérique sérieuse, il y a de fortes probabilités pour qu'il passe son chemin et qu'il aille voir chez votre voisin. Donc, nous, on a un rôle privilégié et primordial d'accompagnement des entreprises pour leur permettre de se préparer à l'incident et mettre en place des dispositifs qui vont limiter de façon très circonstancielle le risque d'attaque. Et si on arrive à ça, on évitera de saturer les centres de réponse à incidents que nous sommes. En dehors de ces deux missions, nous sommes également là pour essayer d'identifier les partenaires à privilégier. Donc, nous cartographions l'écosystème technique local et nous essayons également d'accompagner la filière cyber locale pour mettre en valeur les savoir-faire français au profit des utilisateurs locaux. Donc, on a sur la Nouvelle-Aquitaine une petite vingtaine d'entreprises qui innovent en matière de cybersécurité, qui sont tous membres du campus, et on les accompagne pour qu'elles s'améliorent et amènent des solutions françaises à destination des utilisateurs qui aujourd'hui malheureusement consomment surtout de la technologie étrangère. Nous sommes également acteurs de la sensibilisation, donc nous organisons beaucoup d'événements pour faire ces actions de sensibilisation, et nous participons à la genèse des cursus de formation proposés à la fois par les écoles et les centres de formation, puisque un des grands enjeux des prochaines années, ça va être de former tous les utilisateurs aux réflexes d'hygiène informatique, puisqu'on a coutume de dire que le problème, c'est pas trop la technique, mais c'est plus l'humain. Et donc, il faut absolument former tous nos utilisateurs aux gestes d'hygiène informatique pour éviter qu'ils compromettent involontairement leur ordinateur, voire le réseau de leur entreprise. Pour ce qui est de la gouvernance du campus, alors là, c'est spécifique à notre région. Nous sommes une association loi 1901 qui est financée principalement par le conseil régional et l'ANSSI. L'ANSSI a financé le conseil régional qui nous finance. Mais on retrouve d'autres acteurs, notamment cybermalveillance, le club des responsables de sécurité du système d'information. Et en membres associés, on va retrouver tous les services d'État, ministère de l'Intérieur en premier, mais également la DREDS, le ministère des Finances, pour pouvoir essayer de, ensemble, co-construire une réponse au profit de notre écosystème. Enfin, la Nouvelle-Aquitaine est une grande région. On est la plus grande région de France, si j'ai bonne mémoire. Donc, vous vous doutez bien qu'un campus cyber basé à Bordeaux ne suffit pas. Et donc, on a accompagné des initiatives territoriales dans les départements pour mettre en place des structures accompagnantes sur tout le territoire. L'objectif étant d'être au plus proche des usagers du numérique pour leur amener les réponses nécessaires à la sécurisation de leur système d'information. Et je vais terminer pour pas être trop bavard. Donc là, vous avez le numéro vert du service de réponse incident régional. Donc s'il y a parmi nous des gens qui cherchent des contacts, vous pouvez nous appeler, soit pour venir chercher de l'information, soit pour, si vous êtes victime, rechercher de l'aide et identifier les partenaires qui sont en susceptibilité de vous accompagner. Et je vais passer la main à Ludovic Boncompin pour le dernier volet, la partie ministère de l'Intérieur et les dispositifs gendarmerie. Bonjour à tous, donc je suis le lieutenant-colonel Ludovic Boncompin et effectivement je suis le conseiller en cybersécurité de la Nouvelle-Aquitaine sur les 12 départements qui est commandé la Nouvelle-Aquitaine par le général de corps d'armée Samuel Dubuis. Je suis son conseiller en cybersécurité. Après tout ce qui vient d'être dit, eh ben oui, la gendarmerie aussi s'organise et met en place un dispositif national. Ça fait un moment déjà qu'on a pris à bras le corps quand même cette problématique cyber. Mais dernièrement, fin décembre 2023, voilà, il y a un décret organique
qui a créé le commandement dans le cyberespace du ministère de l'Intérieur. Donc c'est clairement une entité qui est au niveau du ministère de l'Intérieur et qui s'occupe de la stratégie cyber du ministère de l'Intérieur. À sa tête, il y a un général de gendarmerie. Et après, ça c'est pour la partie stratégique. Et derrière, il y a la partie opérationnelle avec côté gendarmerie, une unité nationale cyber qui vient d'être créée aussi fin 2023 et qui comprend le centre de lutte contre la criminalité numérique que certains d'entre vous sûrement connaissent sous le sigle C3N. Ce sont des experts en la matière, enquêteurs experts de très haut niveau sur le haut du spectre et qui travaillent essentiellement sur des attaques qui sont menées depuis l'international, donc en collaboration avec Interpol, Europol, les services partenaires, FBI et ainsi de suite, enfin tous nos partenaires à l'international. Parce qu'en matière d'attaque cyber, eh bien, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de compétences territoriales, il n'y a pas de frontières. Ça peut être un attaquant qui est aussi bien à côté de chez vous qu'à l'autre bout du monde. Et en plus, difficulté pour une harmonisation juridique compliquée, puisque évidemment les États n'ont pas la même loi et les mêmes droits non plus, et ce qui rend encore plus complexe les enquêtes lorsqu'elles sont à l'international. La police a la même chose, hein, côté police. Au niveau régional et départemental, qui vous concerne vous au plus près de là où vous êtes en fait, hein, cette déclinaison est la suivante. On décline le dispositif national, on le décline au niveau régional, départemental et local. Eh bien, il y a dans chaque région de France une antenne de ce fameux C3N, donc la C3N, qui sont là aussi des enquêteurs spécialisés dans le haut du spectre, qui viennent en appui, qui prennent les enquêtes en cours et qui se font appuyer aussi par le centre, le C3N national, ou qui traitent des affaires du haut du spectre, mais qui peut-être dont l'auteur ou en tous les cas les victimes sont dans leur secteur, voire aussi qui traitent de la souche. Si on prend l'exemple d'une attaque rançongiciel, vous savez que c'est par une souche virale qu'on est attaqué, qu'on est infecté. Et là, c'est pas en fonction de la compétence territoriale que sera donnée la direction d'enquête par un parquet spécialisé à Paris qui s'appelle le parquet J3, mais c'est en fonction de la souche virale. Et je prends l'exemple d'un rançongiciel que vous connaissez tous, qui est Logbit3. Logbit3, par exemple, est traité, toutes les attaques menées par Logbit3 sont traitées par la gendarmerie, et donc certaines antennes du C3N mènent l'enquête sur Logbit3. Nous avons aussi des conseillers dans chaque région, des conseillers en cybersécurité. Donc voilà, moi je suis le conseiller pour la Nouvelle-Aquitaine. Des sections d'appui judiciaire, un bureau d'appui numérique et dans tous les départements, des enquêteurs en nouvelles technologies. C'est très important de le savoir puisque ces enquêteurs-là c'est eux que vous verrez arriver si jamais un jour vous vous faites attaquer. Ces enquêteurs appartiennent aux sections opérationnelles de lutte contre les cybermenaces, qui sont dans chaque département. Je ne peux que vous conseiller déjà de prendre, voilà, j'y reviendrai après tout à l'heure, hein, il ne faut pas penser que l'attaque cyber, ce n'est qu'un problème technique. On a besoin, nous, c'est une attaque, voilà, c'est pénalement répréhensible, donc on a besoin de mener l'enquête et pour ça on a besoin du dépôt de plainte. Donc, et c'est une enquête particulière. C'est pour ça que si vous êtes à un moment donné attaqué, eh bien vous allez voir le niveau local, au plus près de chez vous, vous avez au minimum à 15-20 minutes de chez vous une brigade de gendarmerie. Et vous demandez là à parler au brigadier qui est au guichet d'accueil, vous demandez d'avoir un CNTech, un correspondant en nouvelles technologies, qui a eu une introduction aux cybermenaces et qui est capable de prendre votre plainte particulière cyber. Je m'attarde pas trop là-dessus, là c'était juste la déclinaison du dispositif gendarmerie. Et je passe vite sur le dispositif Région Nouvelle-Aquitaine puisque on est là sur un webinaire national. Et ça reprend ce que je viens de vous dire, donc je passe vite là-dessus. Ce que peut vous proposer la gendarmerie, eh bien en fait ça va de pair avec ce que vient de dire Olivier et Martin précédemment. C'est-à-dire qu'on s'inscrit pleinement dans l'action de l'État pour accompagner, pour sensibiliser nos concitoyens, collectivités territoriales, au plus proche
de nos concitoyens et des élus pour être présents à vos côtés. Et ça se traduit par, vous voyez en haut à gauche là la petite application que vous pouvez tous télécharger sur vos téléphones, qui s'appelle Ma Sécurité. Et vous avez le site aussi masécurité.gouv.fr. Vous retrouvez plein de bons conseils sur la gestion, qu'est-ce que je peux faire en cas de cyber, qui je peux contacter. Et moi, je décline un petit peu la réflexion qu'il faut avoir pour gérer cette crise qui est d'origine cyber, et on pourra revenir dessus, de la décliner en 3 temps en fait. Qu'est-ce que je peux faire avant la crise ? En fait, il faut être persuadé qu'on va avoir un incident cyber. D'accord ? Je reprends la phrase de l'ancien directeur de l'ANSSI, qui était Guillaume Poupard, qui disait « Ce n'est pas si un jour je me ferai attaquer, c'est quand je me ferai attaquer ». Et tout le monde est concerné. Il s'agit pas, c'est pas parce que je suis une petite TPE-PME en Corrèze, dans le Béarn, ou une petite collectivité territoriale que je me ferai attaquer. Nous, ce qui nous remonte, je peux vous garantir qu'il n'y a absolument pas, personne n'est à l'abri. Et ça peut monter de petits préjudices à 2 000, 3 000 euros par an sur les ciels jusqu'à des très très gros préjudices. D'accord ? Donc tout le monde est concerné. Et donc tout le monde doit se poser cette question, qu'est-ce que je peux faire moi avant de prendre une crise d'origine cyber ? Et là on rentre avec des actions de sensibilisation, Olivier en a parlé, par le biais du campus cyber, par le biais en interne, qu'est-ce que je peux faire pour former mes personnels, des actions de prévention. Je travaille sur les PCA, les plans de continuité d'activité, les plans de reprise d'activité. Et là, je me tourne vers ce que vous connaissez déjà. C'est-à-dire, par exemple, au sein des collectivités territoriales, pour faire le lien avec les crises que vous connaissez et puis les crises naturelles, d'origine naturelle, vous avez tous des plans de secours au sein des collectivités. Vous avez des plans particuliers d'intervention dans les TPE-PME qui sont Céveso, par exemple, ou qui doivent traiter de risques majeurs. Eh bien, il faut avoir la même démarche. Et là, je pense qu'on est bien dans le thème, dans la prévention, dans l'anticipation. Il faut avoir la même démarche que lorsque vous faites vos plans de continuité, vos plans communaux de secours ou vos plans particuliers d'intervention, ou que vous avez vous savez, le fameux, comment on appelle ça, qui est sorti il y a 10 ans, le cahier de risques là qu'il y a dans toutes les collectivités et dans toutes les entreprises, le DU, ou je sais plus comment il s'appelle, ce catalogue. Eh bien, il faut avoir la même démarche pour la cyber. Le DICRIM ? Non, je me souviens plus comment il s'appelle, ce fameux catalogue qui liste tous les risques qu'on doit prendre en compte. Et je sais plus. Le document d'information. Voilà, le document unique, le DU. C'est ça. Hein. Le DU. C'est ça. Donc, en fait, il faut avoir cette même démarche pour la cyber. Et plus on anticipe, moins l'impact de la crise qui est d'origine cyber, je reprends ce qu'a dit Martin, sera important. Une crise d'origine cyber, c'est 10 à 15% informatique, technique. Le reste, ce sera du RH, ce sera de la logistique, ce sera des problèmes et c'est du vécu, je peux vous le garantir, des problèmes de très très basiques de temps. Cette notion du temps est absolument essentielle, puisque vous allez être une crise d'origine cyber. Certaines collectivités territoriales pourront vous le dire, hein, je pense à Angoulême, je pense à Saint-Nazaire, ils en sont encore dedans, 1 an après pour Angoulême par exemple. Donc cette notion du temps est absolument essentielle, c'est à prendre en compte. Sur la gestion budgétaire, vous allez vous retrouver sans informatique, avec, en arrivant le lundi matin, vos collaborateurs qui ne savent pas quoi faire, plus rien ne marche. Donc il va falloir traiter de l'activité partielle, il va falloir traiter de la paye, mais ça Olivier en a déjà parlé, ou Martin aussi. Donc il va falloir des contacts avec la DGFiP, des contacts avec la DREDS qui peut vous aider sur l'activité partielle, avec votre banquier, vos assureurs. Donc et la logistique derrière, je prends juste un exemple. Si c'est une entreprise qui gère de transport logistique et qui simplement son portail d'accès pour les camions est géré par informatique, il n'y a plus d'informatique, le portail s'ouvre plus. Comment on fait pour sortir ? Ou alors les pompes à essence qui sont à l'intérieur, qui sont gérées de manière informatique, s'il n'y a pas de moyens mécaniques pour eux, on peut plus. Vous voyez, c'est des choses comme ça. Si vous avez vos annuaires de crise avec qui j'appelle en cas de crise qui sont sur ordinateur, s'il n'y a plus d'ordinateur, vous pouvez plus avoir l'annuaire de crise. On peut plus servir des téléphones qui sont sous IP.
Donc, il faut toujours avoir un autre téléphone, une autre carte SIM, travailler par SMS, retour au crayon papier. Vous voyez, c'est ces choses-là qu'il faut anticiper. Et là, on passe pendant la crise. Donc là, un seul numéro, en cas d'urgence, vous faites le 17. La gendarmerie, comme la police, traite les cas d'urgence cyber. C'est absolument essentiel. La prise de plainte viendra après. Mais le 17, en cas d'urgence, il faut appeler. Nous, on est en contact avec l'ANSSI, on est en contact avec les campus cyber qui pourront vous accompagner sur la partie technique avec des entreprises de remédiation. Et après la crise, c'est le temps de l'enquête. Et là, ça peut durer très, très, très longtemps. Sur l'état de la menace aussi, on est quand même dans un contexte particulier et j'attire votre attention sur ce contexte-là. On est quand même sur les JOP 2024. Et les élections, tout ça, ça ne vous a pas échappé. Les trois, ce qu'on relève, les trois menaces particulières pour ce contexte-là, mais qui perdureront aussi après les JO et les élections, c'est sur une menace avec une finalité lucrative, des campagnes de déstabilisation. Ça, on le voit, ça fait la une des journaux régulièrement. Et puis, sur un temps très réduit, 2-3 mois pour les JO et sur un espace réduit aussi à Paris, il peut y avoir des opérations d'espionnage puisque des entreprises innovantes, des athlètes de haut niveau, des dirigeants, tout ça peuvent être sur place et donc offrent des surfaces d'attaque très importantes. Donc vous, si vous êtes dirigeant, si vous êtes personnalité, si vous êtes patron d'une start-up innovante et que vous souhaitez participer au JO, ou vous faites partie de la chaîne d'approvisionnement, ce qu'on appelle la supply chain pour les JO, soyez extrêmement attentifs pendant cette période-là. Prenez votre temps. Si vous recevez des mails d'organisateurs des JO qui vous paraissent un peu douteux, faites des contre-appels, demandez est-ce que c'est bien vous qui m'avez envoyé ce mail, parce que derrière, il peut y avoir un faux ordre de virement, il peut y avoir un faux lien qui vous amène à un rançon logiciel. Donc, soyez extrêmement attentifs pendant cette période-là. Prenez votre temps, contrôlez bien vos mails, contrôlez vos SMS et faites, au moindre doute, faites des contre-appels. Rappelez le correspondant que vous connaissez, dont vous avez rentré le numéro personnellement dans votre téléphone ou dans votre ordinateur pour confirmer que c'est bien lui qui envoie ça. D'accord ? C'est important ça. Et en ce moment, on relève énormément une augmentation si vous avez des sites, notamment je pense aux collectivités territoriales et à certaines entreprises, si vous avez des sites web, eh bien de plus en plus de ce qu'on appelle des défacements de sites ou alors des attaques par déni de services distribués, des DDoS qui peuvent saturer votre site et de vous déstabiliser les concitoyens qui n'accèdent plus au site de la mairie Intel ou d'un site de vente en ligne. Imaginez un petit peu ce que ça peut faire derrière. Donc soyez attentifs, rapprochez-vous de vos prestataires de services numériques pour demander comment on peut faire pour être résilient et puis me protéger sur ce type d'attaque. Et j'en viens sur un point très important. Si ça arrive, il faut absolument que vous veniez déposer plainte. Et il ne faut pas avoir peur de déposer plainte. C'est absolument essentiel. Je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran là ce qu'il y a écrit, mais il faut dépasser vos craintes, en fait. Vous avez d'abord la loi la LOPMI 2023, là, qui vous dit que si vous déposez pas plainte, si vous avez pris une assurance cyber, et ça c'est important d'y penser, avant la crise, je vous renvoie aux 3 étapes. Si vous avez pris une assurance cyber et que vous êtes victime d'un incident cyber, à partir du moment où vous avez connaissance de cet incident cyber, de cette attaque cyber, je ne parle pas d'incident, je parle d'attaque cyber, ou s'il y a un incident aussi, vous avez 72 heures pour déposer plainte. Si vous ne déposez pas plainte dans les 72 heures, votre assureur n'est pas obligé de vous accompagner et de faire jouer sa police d'assurance. D'accord ? Donc ça, c'est quand même intéressant, rien que ce point de vue-là, de porter plainte. Mais derrière aussi, vous avez une obligation légale avec la CNIL, notamment si vous avez des fuites de données. Ça, c'est la loi qui vous y oblige. Et peut-être que si vous n'êtes pas à jour du RGPD, de vos déclarations RGPD, vous inquiétez pas, la gendarmerie n'ira pas vous dénoncer parce que vous n'êtes pas à jour de vos RGPD et il faut quand même le déclarer. Parce que ça, par contre, vous serez pénalement responsable si vous ne déclarez pas à la CNIL une perte ou une fuite de données. Ensuite, vous contribuez quand même à la lutte contre la cybercriminalité. Si vous pensez que peut-être ça n'a difficile d'en déposer plainte, de toute façon ça sert à quoi, on trouve jamais les auteurs, c'est de la technique, c'est très compliqué. Non, le moindre indice peut nous être utile
et peut compléter une enquête déjà en cours, peut recouper des éléments que nous avons déjà. Je vous ai parlé des enquêtes, notamment à l'international, ça se passe souvent, quasiment dans 9 cas sur 10 à l'international. Le moindre indice, la moindre preuve numérique, ce qu'on appelle des indices de compromission, peut nous être utile. Et derrière, on peut avoir du résultat. C'est ce qui s'est passé avec les serveurs de Logbit et les administrateurs de Logbit qu'on est allé chercher un peu partout dans le monde en début janvier. Donc, il y a du résultat. Mais pour ça, on a besoin de votre aide. Et déposer plainte contribue à cette lutte. Enfin, très important, en déposant plainte, vous êtes une victime et vous bénéficiez de ce statut de la victime. Ainsi, avec vos clients, vos partenaires, vos prestataires qui vous disent « Ah, mais c'est de ta faute, t'as pas sécurisé ». Non, vous êtes une victime. Alors, on remet bien l'église au milieu du village. Il y a les méchants, il y a les gentils. Et une victime, elle est plutôt normalement dans le camp des gentils. Et donc, en déposant plainte, vous êtes victime, vous bénéficiez de l'aide de l'État, hein, je l'ai parlé, l'adresse, la DFIP, le campus cyber, l'ANSSI, les forces de police gendarmerie. Vous pouvez être accompagné par des spécialistes et vis-à-vis de vos clients, de vos prestataires, c'est vous la victime, d'accord? Ça, il faut jamais l'oublier. Ok, donc ça, pour moi, c'est vraiment un point essentiel que vous ayez bien en tête ça. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure en introduction, rapprochez-vous si jamais ça arrive. Donc, vous avez le 17, mais vous avez aussi vos contacts locaux et vous dites, voilà, moi je suis victime d'une attaque cyber, est-ce que je peux avoir affaire à un spécialiste? Quelques bonnes pratiques pour éviter 80% des attaques. Vérifiez toujours vos mises à jour sur les logiciels, sur les matériels. Toujours, on fait ces mises à jour. On gère bien ces mots de passe durcis, ça vous savez tous, et je vous renvoie sur les aides de l'ANSSI, de cybermalveillance et ainsi de suite. Les accès, qu'est-ce que c'est les accès? On contrôle ces accès et où on demande à son prestataire de service de contrôler ces accès, notamment les accès distants, c'est-à-dire si vous avez des comptes qui vous permettent d'accéder à, je sais pas moi, à partir de, vous êtes une collectivité territoriale qui avait des petites mairies à droite et à gauche, bon bah faites attention. Si vous avez des accès distants sur tel ou tel site, il faut bien vérifier que les mots de passe soient uniques et que les comptes soient aussi uniques. Pareil avec vos prestataires de services. Et on a des exemples très précis où des attaques se sont passées parce que le prestataire de service faisait une maintenance sur un matériel tout bête, hein, un photocopieur, un scanner à distance et avait laissé ses ports d'accès ouverts avec des mots de passe très simples. Et ça, après, derrière, c'est facile. N'importe quel, faut pas être très ingénieur en informatique pour récupérer ces accès ports ouverts et on pénètre par une petite porte sur un système d'information et derrière on a accès à tout ce qu'on veut. Gérez bien vos sauvegardes avec un jeu de sauvegarde notamment qu'on appelle hors ligne, des sauvegardes qui ne se font pas en ligne parce que évidemment si vous vous faites attaquer et vous êtes connecté, bah, votre sauvegarde aussi elle sera corrompue. Donc, sauvegarde en ligne, est immuable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas réécrire dessus. Et ça, posez ces questions-là à vos prestataires de services. Ils doivent vous proposer des solutions offline, hors ligne, ou alors immuables, sur lesquelles on ne peut pas réécrire dessus. Et bien sûr, les exemples, ça c'est un point très important, faites des contre-appels ou des authentifications multifacteurs. Vous savez, les doubles authentifications, les petits SMS qu'on reçoit quand on se contacte sa banque avec un petit code à passer, ben voilà, ça c'est ce qu'on appelle l'authentification multifacteur. Et le simple contre-appel, comme l'exemple que je vous donnais tout à l'heure, en fait partie. Voilà quelques exemples de bonnes pratiques qu'il faut absolument mettre en œuvre et qui coûtent vraiment pas cher, mais pas cher du tout, au sein de votre entité. Donc à retenir les deux principes. On prend conscience, c'est pas un jour si je me ferai attaquer, mais plutôt quand. Et le deuxième principe, c'est que l'attaquant pensait qu'une attaque cyber, ça se voit pas, c'est pernicieux, c'est sous les radars, et donc il est possible que l'attaquant soit déjà dans votre SI. Donc d'ores et déjà maintenant, avant la crise, on fait un scan complet avec son prestataire de service pour voir un petit peu, on fait un audit, ou alors un pré-diagnostic. Martin en a parlé avec Mon Aide Cyber, on a la même chose nous aussi en gendarmerie, c'est un peu la même chose que Mon Aide Cyber, ça s'appelle un pré-diagnostic diagonal. On peut vous accompagner avant la crise. Et après, des prestataires dont c'est le métier pourront vous faire un audit beaucoup plus complet. Après les phases avant la crise, pendant la crise et après la crise, on pense à la crise. On pense pas, tiens, faut que je fasse de la sensibilisation, tiens, faut que je fasse de l'information. Non, on pense, qu'est-ce que je fais avant la crise? Et comme le PCS, comme les PPI, je fais mon plan d'action, mon plan de reprise d'activité, je fais mon plan d'action cyber.
Et les 3 domaines d'action, alors c'est décalé à l'écran, c'est dommage, c'est l'organisationnel, l'humain, et le point qu'on voit pas, le dernier, finalement c'est le moins important, c'est le domaine technique. Votre prestataire, il saura faire. Mais par contre, vous, à votre niveau, l'organisationnel et l'humain, ça c'est votre domaine, et c'est absolument essentiel que vous ayez ça en tête avant la crise. Quelques liens utiles. De toute façon, on vous laissera les présentations, hein, donc il n'y a pas de souci, vous pourrez les récupérer. J'attire l'attention sur le dernier point, cyber-vigilance-nouvelle-aquitaine@gendarmerie.intérieur.gouv.fr. Ça, c'est pas le 17 cyber, c'est pas le 17 pardon, gendarmerie qui ne sert qu'en cas d'urgence, j'insiste là-dessus. Faut pas appeler le 17 pour un conseil, mais par contre, vous pouvez vous servir de cette adresse mail pour un conseil. On vous répondra, mais ça concerne que la Nouvelle-Aquitaine. Je suis désolé là-dessus, mais mes homologues ont sûrement la même chose dans les autres régions, bien sûr. Voilà sur... je pense qu'on peut passer aux questions-réponses. Olivier ? Un grand merci encore pour cette présentation à 2 voix très claire avec pas mal d'exemples et d'outils pour nos auditeurs. Moi, j'avais une question tout à l'heure. Vous avez parlé de prévention, d'accompagnement avant les événements. Vous avez parlé d'entreprise, de plan de continuité d'activité. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des demandes concrètes en Nouvelle-Aquitaine de communes, d'intercommunalités qui voudraient intégrer dans leurs plans communaux de sauvegarde ou leur plan de préparation au sens large des volets cyberattaques et qui demandent conseil pour les établir? Et deuxième question, en matière de prévention, nos jeunes sont quand même les adultes de demain. Est-ce que vous faites aussi de la sensibilisation des jeunes adolescents et jeunes adultes sur ces problématiques? Alors, je vais répondre aux 2 questions. Oui, nous sommes sollicités localement à la fois par des petites collectivités et par des plus gros. On peut citer par exemple le département du Périgord, dans la Dordogne, qui a signé une convention avec nous et que nous accompagnons sur le volet cyber, aussi bien pour les collectivités au travers de ATD24, donc qui est l'opérateur public des services numériques locaux, et donc qui propose des services de sauvegarde de données, d'accompagnement sur la sécurité des postes de travail. Donc les opérateurs publics de services numériques jouent un rôle majeur en France. Donc il y a un vrai réseau établi dans à peu près tous les départements de France. Donc il y a des actions en cours. À citer également le gros effort de l'ANSSI sur la fourniture d'outils gratuits à destination des collectivités exclusivement pour leur permettre de vérifier le niveau de sécurité de leur système d'information. Donc il y a plusieurs outils à disposition, Mon Aide Cyber en fait partie, mais il y en a d'autres. On fait pas mal d'actions avec les réseaux de maires notamment. Donc on est sollicité par l'AMF entre autres pour participer à des actions de sensibilisation. Et on commence effectivement à organiser des journées de Mon Aide Cyber avec le soutien de l'ANSSI. Donc on a formé sur la Nouvelle-Aquitaine 400 bénévoles qui sont susceptibles d'intervenir au profit aussi bien des collectivités que des entreprises pour ce fameux diagnostic de maturité cyber. J'en profite pour vous donner un premier niveau de statistique puisqu'on a à peu près 800 diagnostics de faits aujourd'hui. Aujourd'hui, la note est très faible. Le niveau de sécurité des entreprises et collectivités tout confondu est de 1,47 sur 5. Et on juge le niveau de sécurité d'une entreprise, le niveau de sécurité minimum devrait être à 3. Donc il y a un vrai effort à fournir. Tout secteur d'activité convaincu, que ce soit une administration ou une entreprise. Et il y a des solutions qui émergent pour accompagner. Donc c'est pas si compliqué à faire. C'est juste une question de volonté. Le problème des élus, c'est qu'ils ont beaucoup de responsabilités. La cyber, ce n'est qu'une énième responsabilité sur les problématiques des communes qu'ils gèrent. Et c'est difficile de libérer du temps. Donc c'est un long chemin que de persuader notamment les petites communes de nous écouter et de se faire aider. Sur les jeunes. Alors pour les jeunes, parce que je suis bavard, il y a nos amis du ministère de l'Éducation nationale qui ont mis en place la plateforme PIX, qui est déjà une première réponse
très concrètes à la formation des futurs jeunes adultes. Donc, on a le rectorat qui est membre du campus également, avec qui on travaille. Alors nous, notre première vocation, c'est pas forcément d'aller accompagner tous les jeunes. On manque de bras. Par contre, on va lancer dès la rentrée des groupes de travail pour proposer des outils qu'on développerait gracieusement, qu'on mettrait à disposition des associations de l'éducation nationale pour aller faire des sensibilisations. Et après, on peut citer les actions de la gendarmerie aussi, qui est très acteur sur le permis Internet. Oui, sur le permis Internet et notamment sur le cyberharcèlement. Oui, c'est ça. Donc, si tu veux reprendre le relais là-dessus. Donc, effectivement, après, on a dans tous les départements et dans toutes les compagnies qui sont au sein des départements, hein, donc au plus proche de vous, il y a des référents scolaires, en fait, qui se déplacent dans les établissements scolaires et qui font passer le permis Internet, qui est plutôt pour des tranches d'âge primaire, début collège, et justement voilà des actions sur le cyberharcèlement, sur les comment éviter d'aller enfin qu'est-ce que c'est Internet, comment on se protège un petit peu, et c'est en partenariat avec l'association e-enfance. Je ne sais pas si vous connaissez, donc voilà, c'est un partenariat qui existe depuis très longtemps et ça c'est très très bien, ouais, c'est très efficace. Donc on fait ce type d'intervention aussi. Et alors pour les plus grands, là on est sollicité effectivement, comme disait Olivier, avec les académies aussi là pour montrer un petit peu aussi les métiers gendarmerie de la cyber, et du coup à travers ces sollicitations pour les lycéens et puis c'est sur cette tranche-là, ça fait 2 fois maintenant qu'on est sollicité, on fait passer aussi des actions, des conseils, des sensibilisations. Voir les BTS aussi, les BTS SEO, ça c'est extrêmement important parce que vous avez parfaitement raison, derrière, ces jeunes techniciens-là qui s'orientent vers les métiers de l'informatique, on va les retrouver dans les entreprises de services numériques et s'ils n'intègrent pas la notion de sécurité informatique, qu'on appelle quand on est quand on fait ses études en informatique, qu'on fait du projet informatique, il faut absolument intégrer la sécurité en avant-projet. Et si on leur explique pas pendant leurs études pourquoi il faut intégrer cette sécurité, quels sont les impacts derrière qui se traduisent en conséquences judiciaires, économiques, ainsi de suite, dans la notion de temps qui est la nôtre aujourd'hui, dans notre époque où tout doit aller très vite, en fait, on met toujours un peu de côté, et ça va être encore pire avec l'IA. On met de côté cette brique sécurité qu'on appelle security by design, c'est-à-dire avant-projet au sein même de la construction d'un projet informatique. Et dans une entreprise de services numériques, c'est ça qu'elles font. Elles donnent des conseils, elles proposent des solutions informatiques. Si elles n'intègrent pas la brique sécurité en amont, on se retrouve avec des techniciens qui sont là pour faire de la technique, en fait, de la maintenance, et qui n'ont pas forcément. Après, on se retrouve avec des failles de sécurité au sein même des entreprises de services numériques. Écoutez, merci beaucoup pour tous ces compléments, la réponse très claire aux questions. Je crois qu'on a tous compris que on sait pas, on se pose plus la question est-ce qu'on risque d'être attaqué, cyberattaqué, mais plutôt quand, et qu'il faut s'en préoccuper, que c'est pas si compliqué, c'est une question de volonté, nous disait Olivier Graal, et on a vu au travers des outils présentés qu'il y a un accompagnement très fort sur le sujet. Donc j'espère que tout le monde pourra se saisir des outils qui ont été portés à la connaissance de chacun ce soir. Vous pouvez revoir du coup l'intégralité du webinaire, bien sûr, sur la chaîne YouTube. Un questionnaire de satisfaction sera envoyé également. C'est important d'y répondre. Laurence vient de le mettre dans le chat pour déjà qu'on puisse parfaire ces séances et identifier les thématiques qui vous intéressent. Et on se retrouvera la semaine prochaine, donc 27 juin, de 17h à 18h. On parlera risques industriels et plus particulièrement des responsabilités des collectivités et de chacun d'entre nous en tant qu'administrés face au plan de prévention des risques technologiques, avec une avocate spécialisée aux côtés de notre membre personne morale qui est Amaris, spécialiste du sujet. En tous les cas, merci encore à tous les trois, donc Martin Véron, Olivier Graal et Ludovic Boncopain, qui nous ont fait le plaisir de partager leur savoir, leur expérience sur ce sujet de la cyberattaque. À très bientôt, bonne soirée à tous.
Merci. À bientôt. Merci. Au revoir.